Je me suis sentie agressée, humiliée, rabaissée. Moi j'adore cuisiner, hein. Oui. Mais quand on cuisine pour quelqu'un et qu'on l'appelle pour manger et qu'il vient 30 minutes plus tard, j'avais plein de trucs à faire. Et quand tu me dis j'arrive, moi j'arrête ce que je fais parce que tu me dis que tu arrives alors que j'ai plein d'autres trucs à faire. Et quand tu es obligé d'attendre alors que tu sais que là t'aurais pu faire plein d'autres trucs à côté, ça c'est frustrant. 80% du temps, la femme amène des problèmes dans la relation. Mais 69% de ces problèmes, on ne peut pas les résoudre. Qui a fait cette étude? Ces fameux 69%, c'est pas des problèmes de couple, c'est des problèmes... Je viens te voir pour te demander comment faire. Tu m'envoies bouler. Je me suis sentie agressée, humiliée, rabaissée. Et là, en plus, devant tout le monde. Ah! Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast sur Grandir par l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier puisque je vais devoir appeler la personne qui est avec moi, non pas mon cœur ni mon amour, mais plutôt l'INSEE. Donc en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir avec moi. Et évidemment, je vais te laisser un petit peu parler pour te présenter rapidement pour les personnes. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va essayer de leur partager plus les dessous de l'entrepreneuriat, parce que nous, on a la chance de le vivre au jour le jour avec les épreuves qu'on partage ensemble. Mais surtout, on a des perceptions, des émotions, des ressentis qui peuvent être différents au cours de cette aventure. Et là, aujourd'hui, on va essayer de leur apporter un petit peu de retour d'expérience du terrain, mais du terrain off. Donc off quand on travaille, ou plutôt le résultat du travail sur un impact du couple. Et moi, c'est un plaisir de t'avoir mon cœur, ou plutôt l'INSEE, dans ce call. Donc, en tout cas, encore un plaisir et merci à toi d'être là. Merci à toi de m'avoir conviée et avec un grand plaisir pour partager notre quotidien d'entrepreneur et surtout les coulisses de l'entrepreneuriat pour donner aussi un retour, certes, de l'ensemble des expériences, donc les bons côtés et les moins bons, et comment ça s'accorde et comment on en fait de très belles choses ensuite. Sachant que... toi, en plus, il y a, je vais prendre l'exemple d'il y a 2 ans et demi, si je ne dis pas de bêtises, on va dire 2 ans en arrière, tu n'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat, tu le voyais de loin, je t'ai un peu jeté dedans. Et en fait, là, aujourd'hui, moi, je vois d'un point de vue extérieur, entrepreneur, entre guillemets, averti, ta croissance. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est important, je pense, aujourd'hui de le partager, parce que toi, tu vas pouvoir donner ta vision. Je vais pouvoir rebondir sur ta vision aussi pour faire comprendre que, OK, toi, ta perception, elle sera d'une façon. Et moi, je vais donner la perception aussi en face de entre guillemets, l'entrepreneur aguerri. Bon, de temps en temps, je te le dis quand même, c'est bonne chose. Donc, tu verras que je vais les répéter. Mais ouais, ça va être l'idée. Donc, à la limite, est-ce que tu peux commencer déjà par dire de base quel était ton parcours, qui tu es de base et vers quoi tu es allé ensuite et aujourd'hui dans ce côté entrepreneurial? Moi, j'ai commencé mon cursus par le domaine scientifique. Donc moi, j'ai commencé en tant que biologiste. Et par la suite, j'ai choisi de me réorienter professionnellement. Initialement, vers du journalisme, en géopolitique. Donc, l'extrême opposé des sciences. Et on me l'a justement fait remarquer, en me disant que mon cursus était beaucoup trop scientifique, même en réussissant le concours d'une école comme par exemple Sciences Po. Je serais certainement orientée vers du journalisme scientifique qui n'était pas ce que je voulais faire. Donc on m'a fortement encouragée à un peu normaliser mon cursus, un peu le standardiser. Et c'est pour ça que j'ai fait un master enseignement. En parallèle, j'ai commencé à enseigner la SVT dans un collège et j'ai pris goût à l'enseignement. Donc, j'ai passé mon concours de la fonction publique pour devenir professeur. J'ai eu la chance de l'obtenir et j'ai adoré enseigner et j'adore enseigner. Et l'enseignement, c'est quelque chose qui me porte. Combiné en plus à la biologie, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Et il a fallu tout changer. Disons que je suis arrivé dans ta vie, alors je donne le scénario quand même, je suis arrivé dans ta vie, tu faisais des extras dans le monde de la nuit pour pouvoir te payer des vacances. Non, c'est pas que ça. T'exagères. Vas-y. Non, ça c'est pas que vrai. Alors c'est vrai que avoir un cumul d'emplois, c'était en effet
d'un point de vue financier, c'était une aisance financière, mais c'est pas ça qui a motivé mon choix. Je veux dire de travailler dans le monde de la nuit ? Oui. Ok, let's go. C'est pas ça. Je te laisse expliquer. C'est ma volonté de sortir de ma zone de confort. Il faut savoir que l'année précédente, moi par exemple, j'aime pas rester avec quelque chose qui me met inconfortable. Et mon premier blocage, ça a été vis-à-vis des personnes adultes en situation de handicap. Je ne savais pas comment gérer, comment me comporter vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Donc, j'ai choisi d'accompagner un séjour des adultes en situation de handicap. Le milieu de la nuit, c'était la même chose. J'étais mal à l'aise avec le milieu de la nuit. J'avais une vision assez obscure. Malsaine. Ouais, non mais c'est vraiment ça. Hein. Je me disais, ouais, c'est pas un milieu avec lequel j'étais à l'aise. Et je me suis dit, non, ça ne peut pas n'être que ça. Il y a forcément aussi des bons côtés. Il faut arrêter aussi pas de s'inquiéter, mais d'avoir une peur quand même, malgré tout. Enfin. C'est surtout que j'avais pas envie d'en avoir une image que négative et j'avais pas envie d'être mal à l'aise avec ça, d'être toujours sur mes gardes. Et j'ai eu une opportunité qui s'est proposée, qui à la base ne devait durer que pour la soirée du Nouvel An. Et en fait, on m'a proposé de rester, donc ok. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en tant qu'hôtesse. Exactement. Et donc du coup, c'est cette période-là où on s'est rencontrés, on s'est croisés. Moi, ça a été plus la réaction « Oh, elle est plutôt pas mal celle-là ». Et moi, c'était plutôt boulot. C'est ça. Mais sans calcul ni rien, parce qu'à cette époque, chacun était dans son truc. Moi, j'étais à la fois client de la boîte de nuit, donc du Sceau Rouen, qui est une très bonne boîte de nuit en Normandie d'ailleurs. J'étais à la fois client et à la fois partenaire. Ils étaient aussi mes clients, puisque à cette époque-là, je gérais un petit peu les réseaux sociaux aussi de l'équipe. Et en fait, on était chacun tête dans le guidon à s'occuper de ce qu'on faisait sans nécessairement se calculer. Puis il est venu évidemment des possibilités pour qu'on se croise à nouveau, pour qu'on puisse commencer à réellement échanger et non pas juste une simple vue. Et forcément, on a très vite connecté. Mais parce que on a connecté, parce que tu avais un certain développement personnel qui s'était développé par tes extras, je pense, par ta personne, par tes expériences de vie, et qui a fait que moi, ça m'a interpellé. Et je prends l'exemple et de ce que je souhaite à chacun quand il trouve, entre guillemets, quelqu'un au niveau couple, c'est de vous baser sur des éléments qui sont proches de vos valeurs. Moi, ce qui m'a parlé chez l'INSEE, ce qui m'a parler chez toi, ça a été le fait que tu aies des valeurs fortes de respect, de droiture, que tu aies un développement personnel qui était assez avancé et que tu t'es intéressé à la spiritualité. Et on a très vite connecté par rapport à ça. Et c'est ce qui a donné des échanges pertinents, je pense. Donc ça a été le moment où on s'est rencontrés. Et entre ce moment et maintenant, il y a eu pas mal de choses. Est-ce que tu veux, toi, partager un petit peu ces étapes, ta vision de comment tu as vécu ces étapes du passage, entre guillemets, prof, extra, à je m'investis dans une relation et en même temps, je découvre ce milieu de l'entrepreneuriat que tu ne connaissais que peut-être de loin, mais pas autant impliqué tel que je t'ai baigné dedans, on va dire. Tu m'as jeté dedans. Ouais, c'est un peu ça. Ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que... il y avait l'écart géographique. Je pense que ni l'un ni l'autre n'avait envie de se projeter dans une relation à distance. Et moi, j'étais très bien dans ma vie. Non, mais vraiment, j'étais hyper bien dans ma vie. C'est vrai que j'avais la chance d'être... j'étais bien installée, c'est-à-dire que ce soit au niveau professionnel, mais que ce soit aussi au niveau de mes relations amicales, de ma famille. Mon cocon était là, mon confort était là. Et à ce moment-là, on se pose la question de savoir est-ce que du coup, est-ce que je prends le risque de perdre ça ? C'est ce qu'on m'a dit, mais tu prends vraiment le risque ? Mais attends, t'as un super poste, t'es à 7 minutes de chez toi, il y a une super ambiance, t'adores ce que tu fais, t'as tous tes amis à côté, t'as tes habitudes. Et en fait, l'idée, c'était pas de savoir ce que je perdais, mais c'était surtout l'idée de savoir ce que je pouvais gagner en plus. Parce que tout ce que j'avais, je peux pas le perdre. Je l'ai déjà obtenu, je peux l'obtenir encore. Donc l'idée, c'était de me dire, ok, très bien, est-ce que j'ai envie juste de cette vie que du coup je connais, ou est-ce que j'ai envie de me challenger et tenter l'expérience de quelque chose de nouveau qui, ok, c'est un gros changement, mais est-ce qu'on le tente ? Eh bien oui.
Finalement. Et oui, en effet, c'est vrai que peu de temps après, quelques mois après, j'ai pris la décision de déménager. La condition pour que je vienne, c'était quand même, et c'est indispensable pour moi parce que ça fait partie de mes valeurs d'indépendance et d'autonomie personnelle, mais il fallait que j'ai un travail. Et là, tu m'as dit, OK, pas de problème. Moi, j'ai besoin, je sais très bien sur quoi tu pourrais bosser. Un milieu que je connaissais absolument pas. Exactement. Mais au milieu de tout ce que je connaissais, parce que moi, j'ai toujours eu un rapport direct entre ce que moi, je fournissais comme travail et les personnes qui recevaient mon travail. Et là, voilà, passer par le numérique, apprentissage du milieu digital, ça a été une petite étape. Gérer tout ce qui est e-com, qui pour moi était totalement flou. Je vais expliquer un peu, parce qu'en fait c'est vrai que, donc comme tu dis, le deal c'était tu as quelque chose qui t'apporte des revenus pour garder ton indépendance. Je mets l'accent sur ça parce que ça a été vraiment l'argument. Et moi je t'ai proposé en effet de travailler sur deux de mes sociétés, la société de e-commerce, où du coup tu as travaillé pendant plusieurs mois sur cette société-là. Et après, la deuxième société, qui est donc Boulinvest, société donc justement de comparateur de robots de trading. Et tu es rentré dans ce monde-là, en effet, et tu n'y connaissais rien. Rien. Et tu as tout appris sur le tas, et je te laisse continuer. Et oui, c'était totalement nouveau, parce qu'en effet, après, suite à ça, c'est aussi cumulé mon apprentissage au niveau de l'investissement automatique, que je connaissais absolument pas non plus. Enfin, c'est pas que je n'en savais rien, j'en connaissais les grandes lignes, mais j'en connaissais pas les subtilités ou l'aspect technique ou tout ce qu'il y avait derrière. Et ça a été hyper motivant parce que justement, c'était à la fois quelque chose de nouveau, donc ça pouvait faire peur, mais c'était aussi vachement galvanisant d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Et ça a été oui, comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier, parce que quand on commence à s'intéresser, on approfondit, etc. Et au bout d'un moment, on se dit, mais du coup, maintenant que j'ai développé ces connaissances-là, ces nouvelles compétences, comment je pourrais les mettre à mon propre service ? Et c'est là que, heureusement que tu étais là, toi, et c'est vrai qu'on a aussi la chance d'avoir un entourage d'entrepreneurs qui est hyper sécurisant et qui met vraiment en confiance pour pouvoir se lancer, parce que quand on est novice comme moi, c'est vrai qu'avoir des conseils, d'avoir des personnes qui nous rassurent, qui nous disent oui, écoute, ça sera pas parfait et c'est ok. Ça va peut-être pas être comme tu veux, et c'est ok. Être entrepreneur, tu l'as dit pas plus tard que tout à l'heure, c'est résoudre constamment des problèmes. Oui, c'est vrai. C'est ça. Et c'est vrai qu'au début, ça peut faire peur de dire mais attends, rien ne se passe comme prévu. Et c'est ok. Et on fait avec et on crée quand même quelque chose. Et au final, ça se met en place et c'est hyper cool. C'est hyper cool. Et voilà. Premier pied dans l'entrepreneuriat. Et donc, justement, pour refaire un petit peu le petit historique, c'est vrai que tu as travaillé sur deux sociétés. Après, tu t'es libéré d'une des sociétés pour pouvoir commencer ton projet que tu fais avec Sharon, donc du coup ton amie, enfin notre amie pour le coup. Là, tu en es justement dans maintenant l'opérationnel, du développement de la visibilité du projet, etc. Et moi, j'ai vu vraiment l'évolution au début où c'était « qu'est-ce que je fais ? Je comprends rien, aide-moi !» Et maintenant, ton développement même de créativité, de création de contenu, qui est juste... moi, je ne fais pas la qualité de création de contenu que tu fais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, c'est trop bien. Non, mais c'est vrai. Et il faut le dire. Et ça, c'est une croissance que tu as eue parce que tu t'es intéressé, parce que tu t'es formé, parce que tu m'as tanné comme il fallait pour avoir aussi des réponses, et tu as bien fait. Et en fait, derrière, tu as pu avoir, tu as pu découvrir des compétences que tu aimes bien, que tu aimes faire, et où tu es plutôt bonne d'ailleurs. Et donc ça, c'est pertinent. Et c'est comme ça, en fait, en faisant plein de trucs, qu'on trouve vraiment petit à petit, notre cœur de métier, en tout cas, là où on est bon. Et par contre, attention, parce que des fois, là où on est bon, c'est pas nécessairement là où on aime, mais qui t'amène
en travaillant sur là où tu es bon, vers petit à petit ce que tu aimes et ce qui te fait kiffer et ce qui te passionne et où tu pourrais bosser sur 24 heures par jour, tu pourrais bosser 18 heures sans souci et tu vas te coucher, mais bon, c'est pas grave, demain on y retourne, je kiffe et c'est parti, quoi. Donc ça se fera avec le temps. Moi encore aujourd'hui, j'ai pas ce truc où je bosse 18 heures sur 24 heures parce que j'en ai pas et l'envie et j'ai peut-être pas trouvé ce truc qui me donne envie autant de travailler, donc un 10 sur 10, quoi, sur une échelle. Mais j'ai trouvé du 8. Et avec le 8, je me satisfais totalement. Et le jour où je trouverai un 10, eh ben, j'irai à fond aussi. Donc là, c'est bien parce que tu as amorcé cette démarche. Et donc, tu peux te faire, vis-à-vis de tout ce que tu découvres, ces échelles de plaisir, entre guillemets, dans ce que tu fais et de passion, quoi. Donc, mais clairement. Et c'est hyper intéressant. En fait, moi, ce qui me plaît dans l'entrepreneuriat, c'est que ça offre des perspectives qui n'existaient pas. Moi, par exemple, pour mon projet, donc Body Mind Pro, la question, ça a été comment je lie tout ce que j'aime, tout ce qui tout ce qui me galvanise au quotidien. Donc forcément, il y avait l'aspect scientifique qui m'a toujours passionnée. Il y avait l'esprit vraiment d'enseignement, de transmission, qui est quelque chose pareil qui me tient à cœur, qui est important pour moi. Et je me dis, ok, donc j'ai ça. D'un point de vue plus personnel, donc c'est en effet le développement personnel et tout ce que moi j'ai acquis en termes d'expérience, mais aussi sur les formations que j'ai pu faire ou autres, que j'avais aussi envie de transmettre. Comment je combine tout ça? Alors que moi, mon idée de base, c'est justement, au quotidien, j'essaie, et c'est mon leitmotiv de tous les jours, c'est de faire au mieux. Tous les jours, je veux faire au mieux. Et je pense que je ne suis pas toute seule comme ça. Non. Donc, comment je fais pour rassembler d'autres personnes qui ont cette envie-là, cette envie d'être mieux dans leur quotidien, de s'améliorer chaque jour? Et bah, ça a été de créer ce projet. Parce qu'à ce moment-là, on s'est dit, mais si nous, on en a envie, si nous, on en a besoin, il y en a d'autres aussi. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est juste se dire que si nous, on a des demandes, il faut qu'on puisse proposer l'offre qui va avec. Parce qu'on n'est pas tout seul. Et c'est hyper ouvert, parce que du coup, il n'y a aucune limite. Les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on s'impose en se disant « Oui, non, ça, peut-être pas, peut-être que si ». Non, il ne faut pas se poser cette question. Nous, ça nous tient à cœur, on le fait. Et il y a un champ des possibles qui est infini. Exactement. Et donc, du coup, le projet s'appelle Body Mind Pro. Donc là, évidemment, on mettra en description le lien du Instagram pour qu'ils puissent aller découvrir. Et notre magnifique site internet fait maison. Et votre magnifique site internet fait maison, évidemment. Pour que voilà, les gens puissent découvrir un petit peu le projet que tu portes. Et puis, vous pourrez pouvoir suivre aussi les aventures avec ce projet-là, bon, outre les aventures qu'on essaie de partager ici. C'est tout nouveau, alors soyez indulgents. Quand c'est ça, tu peux le dire à la caméra. S'il vous plaît, soyez indulgents. Non, mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est que vous donniez des retours d'expérience. Vous, si vous êtes entrepreneur, n'hésitez pas à le dire. Voilà, ça c'était bien, ça c'était pas bien. Et c'est ce qui nous fait avancer. Souvent, dans le business... je fais un appel... allez-y pour vos conseils, moi je prends. Et s'il faut clasher, allez-y aussi, parce que c'est toujours des conseils indirectement. Mais de manière constructive, s'il vous plaît. C'est mieux, je suis d'accord. Et bienveillante. On veut ça. Mais oui, je sais plus ce que je disais. En tous les cas, c'est ça, globalement. Donc, tu auras des retours, on va mettre en avant, et puis ce sera toujours bon de continuer à apprendre. On va parler aussi on va continuer, parce que là, on a parlé globalement de ton parcours, comment tu en es venu à l'entrepreneuriat. Maintenant, on va essayer de tourner ça beaucoup plus autour de cet entrepreneuriat-là que tu as toi, cet entrepreneuriat que j'ai moi, et notre couple à nous. Comment est-ce qu'on gère ça? Parce qu'en vrai, je pense qu'on n'est pas trop mauvais avec le recul des expériences que tu as pu avoir, que j'ai pu avoir. On se rend compte qu'on a la chance d'avoir une relation qui reste saine et où on a l'air de se comprendre, de bien communiquer et d'en sortir des choses. Et ça, il faudrait peut-être qu'on essaie de pas décrypter, parce qu'on ne pourra pas décrypter totalement, c'est pas quelque chose qu'on ferait full time, mais en tout cas d'essayer de leur donner un peu ce retour d'expérience de comment on gère ça. Je t'en prie. Moi, je pense que la première chose à noter, c'est que, tu vois, tout à l'heure, tu disais, là, je suis pas sur le 10, je suis sur le 8. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'on arrive à associer notre vie personnelle à côté. Parce que si on était tous les deux 18 heures sur 24 sur notre projet, il n'y a plus de place à côté pour faire autre chose. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des périodes où ça doit être comme ça, et c'est OK, parce qu'il y a des moments qui sont plus intenses et qui nécessitent vraiment du temps.
Mais il faut que ça reste éphémère. Il faut qu'il y ait une durée à ça. Parce que je pense que ce qui est essentiel, c'est de se garder des temps pour nous. Surtout qu'on a quand même un mode de vie qui est particulier. On est totalement autonome sur nos horaires. C'est nous et notre rigueur personnelle. Et en plus, on travaille à domicile. Donc, il a fallu aussi... La première chose qui fait qu'à mon avis, ça a marché pour nous, c'est qu'on a su déjà adapter notre environnement, notre foyer, aussi à notre travail, en séparant les deux. Exactement. Surtout séparer les deux. C'est indispensable. Non, mais c'est indispensable. Il faut dire aussi qu'on ne l'a pas fait dès le début. On ne l'a pas fait dès le début. On ne l'a pas fait dès le début. Et ça a été... Alors, je peux raconter une anecdote ? Bien sûr. Là, tu peux être full transparent avec tout le monde, et c'est ce qu'on veut vous apporter aussi, c'est que c'est pas que tout rose. Et justement, il faut le dire, et vas-y. Parce que moi, je sais que, par exemple, avant, on avait un appartement génial. On avait la chance d'avoir une terrasse avec une vue incroyable. Oui. Et, par souci d'aménagement, Jérôme a gentiment proposé que l'on mette mon bureau face au mur, alors que j'avais une magnifique vue de l'autre côté, et je l'ai tanné pour pouvoir mettre mon bureau face à la vue, qui certes n'optimisait pas notre espace comme on le voulait, mais parce que comme on avait un espace de travail partagé qui en plus avait été installé au préalable par toi, parce que tu y étais toi, moi j'avais besoin de retrouver un peu un truc à moi, quoi. Et j'allais pas imposer ma déco. On n'a pas vraiment le même style. Pas du tout. Voilà. Ce qui fait que c'était compliqué que chacun ait sa place dans le même espace de travail. Et en fait, il fallait que ça change parce que ça aurait été compliqué à terme. Je pense que l'une des premières bonnes choses qu'on a fait pour nous, pour pouvoir gérer notre évolution professionnelle à l'un l'autre et se respecter dans le travail, ça a été de travailler dans des endroits séparés. Il faut faire ça. Exactement. Elle a été gentille parce que ce que tu n'as pas dit là, c'est que à la base, mon bureau était dans la chambre. Oui. Donc c'est-à-dire que la chambre. Oui. Enfin bref, vous avez compris le délire. À la base, en effet, en fait, on dormait là où il y avait nos espaces de travail. Et alors ça, c'est impossible pour moi. Déjà travailler, alors attention, c'est génial. On a un super setup, on a des super ordinateurs, c'est génial. Mais dormir dans une pièce où on a bossé toute la journée avec des ordinateurs allumés, etc. Non, c'était pas gérable, c'était pas possible. Moi, je suis tellement... En fait, pour moi, je m'en fiche, honnêtement. Mais c'est vrai que dans les faits, c'est pas sain, même pour le sommeil, même pour plein de choses. C'est pas sain du tout. Mais c'est vrai que moi, j'ai tout... Enfin, on a été étudiant, on a commencé l'entrepreneuriat quand on était étudiant, en chambre étudiante, tu charbonnais ton entrepreneuriat quand tu avais un 17 mètres carrés et c'était OK. Donc, tu vois, moi, j'ai vécu ça. Donc, forcément, j'avais pas le confort à l'époque. Enfin, pour moi, c'était confortable de bosser comme ça parce que je me levais, j'étais à mon ordi, j'étais couché. Ah oui, mais c'était ça. Vois, non, mais c'était incroyable. Ça, sa vie. Non, mais il faut le savoir quand même. C'est-à-dire que le matin, son premier réflexe, c'était il sortait du lit, il allait sur l'ordinateur et voilà. Encore en boxer. Non, mais vraiment. Et moi, je me dis... Alors que moi, j'ai toujours eu un mode de vie où le matin, tu te lèves, tu te prépares pour aller au travail. Tu vas au travail. Déjà, là, le fait de travailler chez soi, il faut le savoir, quand on n'a pas l'habitude, c'est un vrai choc. C'est compliqué. Choc émotionnel, je pense qu'il faut le dire dans ce sens-là. Et oui, émotionnel, psychologique, parce qu'il y a un conditionnement qui se fait quand on part travailler. Que là, du coup, on ne l'a plus. Non. Et on ne sort plus de chez soi. Donc, on prend moins l'air, on marche moins, on a moins d'activité. Et ça, il faut vraiment trouver un moyen, un mode de vie où on arrive à retrouver quand même du mouvement. Moi, ça m'a beaucoup manqué. Et c'est pour ça qu'au début, je partais le matin, je me levais plus tôt pour aller marcher. C'est vrai. Et je revenais après en me disant, oui, il faut que je sorte, quoi. Mais c'est vrai qu'avoir un espace de vie séparé, donc de votre chambre, et en réalité de vos espaces de vie tout court. Parce que si on a la possibilité de le faire, nous, c'est aussi ce qui a motivé notre déménagement, parce qu'on s'est rendu compte que c'était hyper important. C'est ça. Donc, évidemment, si vous n'avez pas la possibilité de déménager, parce que c'est beaucoup de frais, c'est pas possible pour vous, c'est OK. Le tout, c'est d'essayer à minima, je pense, de séparer les espaces. Déjà, l'espace, en effet, de nuit ne doit pas être connecté à l'espace de travail. Et voilà. Et alors, même si
vous arrivez dans une situation où vous êtes deux à bosser en remote, parce que vous êtes deux entrepreneurs aussi, ou alors même vous êtes en remote par rapport à votre travail salarié ou autre, c'est vrai que si vous avez la possibilité d'avoir chacun votre espace, c'est beaucoup mieux. Sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même la chance d'avoir des espaces de coworking ou des choses où c'est possible aussi d'aller travailler à l'extérieur. C'est ça. Et on avait trouvé un truc qui était pas mal aussi, c'est qu'on avait acheté, alors au début on pensait pas que ça aurait été si pertinent, alors on en a vu la limite aussi, mais on avait acheté des casques avec micro anti-bruit, et en réalité, c'était pas mal quand même. Alors pas parfait, mais bon, je parle très fort. Oui, quand je suis en call. C'est-à-dire que je pense que toi, vis-à-vis de moi, ça allait. Oui. Moi... disons que les personnes avec qui j'étais en call, alors j'avais le casque, t'entendais parler quand même. Oui. Il était peut-être mieux réglé, le mien. Oui, ça doit être ça. Mais oui, donc voilà, c'était une solution, on va dire, court terme, qui faisait le travail dans une majorité des cas, mais 80-20, quoi. Il y a toujours un 20% où ça peut pas faire le taf. Et c'est 80, OK. 20. Oui, non mais c'est vrai. La réalité, c'était ça, parce que j'avais beaucoup plus d'activités à ce moment-là que toi, c'est vrai. C'est surtout que tu avais une activité où toi, tu as des calls, en fait. Donc, tu n'es pas directement lié en face de la personne, mais tu communiques, tu échanges avec eux comme si c'était le cas, puisque c'est des réunions en fait en direct interposées. Exactement. Donc, forcément, ça faisait un peu de bruit. Donc voilà. Ça, c'est des choses que vous rencontrerez toujours, sachez-le. En tout cas, à une certaine mesure. Et l'idée, c'est de pouvoir respecter l'espace de chacun aussi pour que toi, tu puisses être productif dans ton travail, moi, je puisse être productif dans mon travail et que ça se passe bien. Donc là, aujourd'hui, des bureaux séparés, c'est incroyable. Et pour revenir sur ce que tu disais aussi, travailler à la maison, le côté balance. On parlait du 18h. Bon, le 18h sur 24, c'est un exemple au niveau 10, mais tu peux être passionné et passer que la moitié de ta journée, que 6 heures, par exemple, d'une journée à travailler. Mais c'est plus que la balance, elle doit être importante. Déjà, de base, à titre personnel, tu te dois d'avoir une balance, essayer de faire du sport, essayer d'avoir une activité autre que ton travail ou que ton entreprise, sociabiliser, voilà, plein de choses. Mais alors, en couple, c'est d'autant plus important. Il faut savoir en fait se réserver du temps pour le couple. Par exemple, se donner une heure de faim pour se dire voilà, ce soir on mange ensemble. Alors bien sûr, on le voit bien, pas plus tard. Enfin, il y a des moments où on se dit bon, là vu l'heure, on va commander à manger. Non mais nous c'est un fléau, on commande à manger tout le temps. C'est mon fléau d'ailleurs que je t'ai imposé. Mais... Oui, parce que tu remarqueras que quand tu n'es pas là, moi je ne commande pas. Oui, tu cuisines. Oui. Tout ça pour pas me cuisiner en plus. Je te signale. Non mais là, je tiens à signaler un point très essentiel. C'est que moi, j'adore cuisiner. Oui. Mais quand on cuisine pour quelqu'un et qu'on l'appelle pour manger et qu'il vient 30 minutes plus tard, voilà. Ça, c'est la vie d'entrepreneur, sachez-le. Mais c'est là où c'est quand même important de se donner des limites et de se dire, voilà, on se garde du temps. Par contre, à un moment, on décroche. À partir du moment où on se retrouve, par exemple, je prends l'exemple du soir. Le soir, on mange ensemble. Après, notre soirée, elle est pour nous. On ne retourne pas bosser. Sauf urgence, bien évidemment. Mais c'est quand même très rare. C'est de l'ordre de l'exceptionnel. Mais voilà, se dire qu'après, notre soirée, elle est pour nous. Pareil, un moment, on s'était posé la question de savoir si on mangeait ensemble le midi ou pas, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes horaires. Moi, je sais que le matin, je me lève plus tôt que toi. Moi, généralement, j'aime bien me prendre un café, un petit-déj. Toi, pas spécialement. Donc, on avait des erreurs. Des heures qui n'étaient pas forcément adaptées. On s'était posé la question, on a mis l'hypothèse et au final, on arrive toujours à s'accorder pour manger ensemble le midi, sauf si... Et puis quand c'est pas le cas, c'est pas le cas. Et en fait, voilà, c'est ça. Le fait de l'avoir aussi... exactement, tu as résumé. Le fait de le dédramatiser, de retirer l'engagement, et ben en fait, naturellement, on va souvent manger ensemble. Ouais. Et si on mange pas ensemble, c'est OK. Ben oui. Et ça, c'est quelque chose que... Au début, on savait pas le faire. Non. Au début, on était en stress. Ouais, je veux manger mes machins, mes trucs. Et du coup, ça mettait une pression, un stress quotidien. Alors que dès que tu désengages la chose, que c'est clair, que c'est dit, que ça a été communiqué, que moi, il n'y a pas de souci si tu manges toute seule et que toi, tu n'as pas de souci si je mange tout seul, et que si on mange ensemble, c'est mieux, mais c'est pas grave si c'est pas le cas, du coup, il n'y a plus de pression, en fait. Et je prends l'exemple pas plus tard que ce midi, on a eu la situation où moi j'ai tardé un peu plus parce que je me suis occupé d'un truc. Bon, le repas, j'allais dire la bouffe, on va éviter quand même. C'est la bouffe, mais bon, vous m'avez compris. En tout cas, le repas était là, il était arrivé, on a commandé évidemment. Alors,
petit aparté, on commande parce qu'on gagne du temps, hein, sachez-le. Entre le moment de commander, ça prend 3 secondes, et le moment que ça arrive, il y a une demi-heure en général. C'est une demi-heure où on continue de bosser, la food est là, on mange, et après on retourne à ce qu'on faisait, quoi. Mais donc là, ce midi où c'était là, en effet, je t'ai fait attendre. Mais comme dans cette attente-là, spécialement aujourd'hui, tu t'es dit on va manger ensemble parce qu'après on va au studio, et du coup, il y avait une frustration un peu plus de ton côté. Ma frustration vient du fait que j'avais plein de trucs à faire. Et du coup, le fait quand tu me dis j'arrive, et du coup, moi j'arrête ce que je fais parce que tu me dis que tu arrives alors que j'ai plein d'autres trucs à faire. Et quand tu es obligé d'attendre alors que tu sais que là, tu aurais pu faire plein d'autres trucs à côté, ça c'est frustrant. Là, c'est frustrant. Et en plus, d'autant plus quand on a mal communiqué. Parce que moi, j'ai rajouté un élément que tu n'as pas entendu, malgré toi. Hein, parce que tu étais là-haut. Parce que j'étais là-haut. Donc en fait, on a communiqué à l'arrache. Et on ne s'est pas compris. Et moi, je te disais, je finis un truc. Enfin, je dois m'occuper d'un truc en mode quand même, c'était important. Il fallait que je traite. Et du coup, j'ai pris un peu plus de temps. Et en effet, toi, alors que tu pensais que j'allais arriver à l'instant, forcément. Donc ouais, non, ça a été au début beaucoup plus présent. Aujourd'hui, c'est très très rare qu'on soit frustré parce que l'un attend l'autre ou quoi. Et ça va arriver tout le temps. Hein. Enfin, il y aura toujours des moments où ça va revenir. On ne peut pas être parfait à 24 et c'est OK. Mais ouais, non, ça a été, je pense, une bonne manière déjà de commencer à communiquer et de se désengager de la chose pour que ça nous mette moins de pression au niveau du couple et au niveau de la vie courante. Donc c'est un très bon exemple. Et autre chose, moi, qui m'a vachement aidée aussi, c'est quand il y a des moments plus intenses au niveau du travail et où ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'implication. Et comme on l'a dit et comme tu le dis souvent, être entrepreneur, donc c'est résoudre des problèmes. Quand on est extérieur à ça et qu'on voit que la personne te dit « Non, mais là, j'ai un truc à régler. Non, mais là, il faut que je m'occupe de ça. » Ma première réaction à moi, c'était de me dire « Ouh là là, attention, fais attention à toi parce que si tu règles que des problèmes, que si tu es tout le temps dans le stress de te dire « Oui, je dois le faire, mais parce que j'ai pas le choix, parce que c'est une contrainte ou autre. » Moi, j'étais inquiète pour toi de me dire « Mais il faut aussi qu'il y prenne du plaisir et si c'est que ça, c'est pas du plaisir. » Et le fait qu'on ait pu en parler, parce qu'on a échangé là-dessus, parce que moi, à un moment, ça m'a inquiétée. Et que je réalise le plaisir que vraiment tu prenais dans ton travail. Et quand tu m'as dit non, mais moi j'adore travailler, vraiment, ça m'a vachement aidée. Parce que du coup, le stress que j'avais de me dire, oulala, est-ce qu'il le fait parce qu'il est obligé, parce qu'il est stressé, parce qu'il n'est pas bien, parce que ça le trigger et de me dire non, il le fait parce qu'en fait, s'il ne voulait pas le faire, il le ferait demain. Là, il a envie de le faire maintenant. Il me dit qu'il veut gérer ça, qu'il doit gérer ça, mais en fait non, il veut gérer ça. C'est différent. Et ça aide vachement parce que quand on voit la personne s'impliquer autant et qu'on est comme moi, donc à l'époque, j'étais totalement extérieure au milieu de l'entrepreneuriat, ça peut inquiéter. Ça peut inquiéter. Et des fois, on se dit, mais il y a des choses qu'il fait, est-ce que c'est des corvées ou est-ce que c'est parce que ça lui tient à cœur? Et quand on comprend que non, la personne, il trouve son compte et vraiment aime ce qu'elle fait, c'était beaucoup plus rassurant. Et même moi, du coup, après, j'avais envie même de t'aider, de voir si je pouvais participer ou autre. Parce que je voyais que toi, ça te portait. Et je m'étais dit, si moi, je peux aider à faire quelque chose, c'est avec plaisir. Que je me serais peut-être pas permise si j'avais senti que c'était vraiment à contre-cœur que tu le fais ou quoi. Et où je me serais dit, ouais, je vais être un poids plus qu'autre chose. Si j'essaie d'intervenir, même si c'est pour le soulager, est-ce que de mal le prendre ou ça va peut-être pas être adapté? Alors que maintenant, je sais que non, c'est pas du tout ça. Et ça, je pense que c'est important d'avoir cet échange-là, cette discussion-là au début. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que ça peut amener de la mécompréhension. Et comme tu l'avais, cette première interprétation, je dirais au début, à se dire, ouais, mais en fait, je vais l'embêter. Et ça t'a inquiété, littéralement. Ah oui. Et non, du coup, pas du tout. En fait, alors, au début, quand on commence l'entrepreneuriat, évidemment, on va faire des choses qu'on n'aime pas, forcément. Et moi, encore aujourd'hui, il y a des choses que je fais que j'aime pas. Mais je dirais, plus on avance dans l'entrepreneuriat, plus on a la chance de pouvoir sélectionner le secteur, la zone où on veut impliquer notre temps et notre énergie. Et c'est du 80-20, loi de Pareto. On va mettre 80% de l'énergie pour ce qui apporte, au final... il y a 20% des choses qui vont apporter du résultat. Et donc, on va mettre 80% de l'énergie en face de ces 20% pour avoir les résultats. Et quand on arrive dans ces situations-là,
en fait, on se retrouve majoritairement dans soit ce qu'on peut appeler une zone de génie, ou en tout cas de plaisir, etc. Soit dans une situation où de toute façon, c'est pas un problème de travailler parce qu'on ne le ressent pas de cette façon-là. Alors bien sûr, il y a toujours des problématiques, toujours des trucs chiants qui viennent sur le chemin et qu'on doit régler, mais ça se fait. Voilà. Je prends l'exemple de tout à l'heure, ce que j'ai géré, c'était juste pour ma charge mentale, par exemple. Est-ce que je l'ai géré parce que j'avais une charge mentale dans ma tête. Tant que je le gérais pas, je pouvais pas me le sortir de la tête. Et donc, je l'ai géré. Comme ça, je le sors de la tête. On pouvait manger et on pouvait partir sur l'après-midi podcast comme on fait là. Et c'est parti, quoi. Je pouvais attendre. Non, Indirectement, j'espérais que tu ne m'attendes pas. Mais oui. Donc, ouais. Donc, voilà un petit peu sur ce point-là. Après, je sais pas si tu as vu la vidéo Instagram que je t'ai envoyée tout à l'heure. Je t'ai envoyé une vidéo Instagram et je vais la reprendre et on va partager par rapport à cette vidéo Instagram. Je tiens à signaler un point essentiel. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, je n'étais pas du tout téléphone. Ce qui fait que là, cas concret, je n'ai pas du tout mon téléphone avec moi. Bon, je progresse. Je vais traduire parce que c'est quelque chose qui est en anglais. Et en fait, c'est Steven, un gros influenceur américain qui fait des podcasts aussi, qui a interviewé un monsieur et une dame. Je dis monsieur et dame parce qu'ils ont sûrement 60, 65 ans, après des années de mariage. Et en fait, c'est des docteurs qui ont étudié la relation de couple, justement. Et étudié tout ça au fil du temps et avec des milliers de personnes. Même justement, ils ont eu un échantillon de 1000 couples ou 1000 personnes, ou peut-être 500 couples, je ne sais pas, qu'ils ont analysé sur des situations totalement différentes. Et ils en ont sorti des éléments que je vais te partager. Et elle dit, je traduis, 80% du temps, la femme amène des problèmes dans la relation. Attention. Mais... T'es réglissant, garçon. Mais 69% de ces problèmes ne sont pas... on ne peut pas les solvable, les résoudre. Donc, 80% des problèmes viennent dans le couple, hein, attention, hein, pas globalement, mais dans le couple, viennent de la femme. 69% de ces problèmes ne sont pas... on ne peut pas les résoudre. Donc, les problèmes qui viennent, la majorité du temps, peuvent venir, je pense, ça c'est mon interprétation, de stress, d'inquiétude et je pense, majoritairement de gestion émotionnelle. Moi, j'ai la chance aujourd'hui, toi, tu es quelqu'un qui, même si tu es émotionnellement, tu as un auto-d'émotionnalité, je ne sais pas si ça se dit, mais tu restes quelqu'un qui maîtrise très bien ses émotions malgré tout. Donc, tu arrives à maîtriser ce que tu apportes dans la relation, les réflexions, les questionnements, etc. Mais il y a toujours cette partie, tu vois. Tu restes humain, je reste humain. On a tous un moment où il y a des choses qu'on amène au final sur la table. Et là, ce qui en ressort avec cette étude, c'est que justement, 69% de ces problèmes, de toute façon, ils ne vont pas être résolus. Qui a fait cette étude? Je t'ai envoyé le lien. Donc... Non, mais la gestion émotionnelle, c'est un vrai sujet. Hein. Ouais, carrément. La gestion émotionnelle, c'est un vrai sujet parce que quand, à travers, ces 2 dernières années... Ah bah, t'en as vécu des hauts et des bas. Hein. Ah. Mais justement, c'est ce qu'elle disait là, la docteure, parce que donc, c'est un mari et sa femme, elle disait, elle, que tu peux pas, du coup, te focus en termes de réussite de couple sur les réussites de solutions aux problèmes. Ah non. À l'inverse de l'entrepreneuriat. Oui. Et parce que, en fait, dans le couple, comme de toute façon, les problèmes qui vont arriver, tu vas pas pouvoir les résoudre. Et il faut pas que l'indicateur de pouvoir les résoudre, ce soit le facteur de ton bonheur. Et donc après, là, les problèmes de couple, on peut pas les résoudre. 69% de ces problèmes ne sont pas résolvables. Je sais pas si ça se dit pareil, mais on va utiliser ce langage. Mais voilà, donc là, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant et du coup j'ai extrêmement envie d'aller voir un podcast de leur part, voir comment ils amènent les choses, comment ils expliquent et tout. Là c'était juste un short, hein, donc c'était assez rapide, mais vraiment intéressant. Et en fait, j'ai voulu faire un peu l'analyse par rapport à nous, donc pas le côté la femme qui amène 80% des problèmes, je te l'épargne, mais plutôt voilà, dans les choses qu'on vit au jour le jour, comment est-ce qu'on gère ça. Et la plupart du temps, en effet, les problèmes ne sont pas à résoudre, c'est plus une gestion émotionnelle qu'on a par rapport à une situation
ou une communication par rapport à une situation qui vient indirectement le résoudre. Mais ça ne résout pas le truc en soi. Moi, je pense qu'en réalité, c'est parce que ce ne sont pas des problèmes de couple. Je pense que pourquoi cette personne dit ça, c'est parce que généralement, enfin la réalité derrière, selon moi, hein, c'est qu'en fait, c'est pas un problème de couple, c'est un problème personnel. Et c'est du développement personnel qui amène à dépasser ça. Mais ça n'a rien à voir avec le couple. Combien de fois on retransmet sur son partenaire, son ou sa partenaire, hein, au sens général, des choses qui nous impactent nous, qui sont même pas directement liées au partenaire en tant que tel, mais qui sont vraiment liées plus à quelque chose de plus général, à une action, à quelque chose qui déclenche quelque chose chez nous, qui nous est personnel, qui nous est propre, et qui nous amène à une réflexion et à une prise de recul et à un développement sur soi vis-à-vis de ça. Parce que le comportement, il est ce qu'il est. La vraie question, c'est pourquoi il nous fait réagir de cette manière. Pourquoi ça me fait... Qu'est-ce que je ressens déjà à ce moment-là? Je pense que c'est la première question. Ça, je l'ai mal pris. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Ok. J'ai ressenti ça. Pourquoi j'ai ressenti ça? Est-ce que l'action menée avait vraiment le but de me faire ressentir ça? Oui, non, ok. Si oui, dans ce cas-là, il y a peut-être en effet une discussion à avoir directement avec le partenaire, mais la vérité, c'est que souvent, c'est non. Et dans ce cas-là, d'accord. Donc là, il faut peut-être que moi, j'apprenne aussi à mieux me gérer pour pas réagir de cette manière. Mais il y a un dicton hyper connu qui explique justement combien de fois, en fait, les conséquences ont pris des proportions tellement plus grandes que les causes réelles de ce qui ont causé ces conséquences. Et il faut toujours se poser la question, parce que des fois, en fait, mais c'est naturel, c'est humain, c'est aussi dans nos mécanismes de défense, on a cette surréaction qu'on pense pour nous protéger et qui finalement parfois nous fait plus de mal qu'autre chose. Et en réalité, je pense que ces fameux 69% que tu disais, c'est parce que c'est pas des problèmes de couple, c'est des problèmes personnels qui impactent le couple, mais qu'on doit aussi résoudre par soi-même. Alors, en parler avec son partenaire, c'est important. Lui dire, par exemple, tu vois, telle réaction, je l'ai mal pris parce que ça m'a fait ressentir ça, ça m'a fait sentir ça, Je peux donner un exemple concret? Bien sûr, au contraire. Au début, on a commencé à travailler ensemble. Je viens te voir pour l'utilisation vraiment d'une plateforme, une action technique que je n'avais jamais réalisée. Jamais réalisée. Je viens te voir pour te demander comment faire. Et là, tu m'envoies bouler. Mais en plus, à ce moment-là, je tiens à signaler qu'il était en call avec d'autres personnes, donc il n'avait pas coupé son micro. Et il me dit, non mais comment ça se fait que tu sais pas encore faire ça, toi? Alors attention, je mets un mea culpa. Elle y met beaucoup d'émotions parce que ça l'a beaucoup impacté. La scène n'était pas exactement comme ça, mais les termes n'étaient pas loin. Mais juste pas aussi... En tout cas, elle l'a pris assez piquant comme ça, mais moi, je n'étais pas aussi piquant que ça. Je n'ai rien dit. J'ai écrit un petit post-it. Voilà, pour expliquer ma requête, pour lui écrire ce que j'avais demandé. Tu termines ton call, je reviens, et je te dis, alors tu te souviens, je t'ai demandé ça? Oui. Je fais, quand est-ce que je l'ai déjà fait pour savoir le faire? Ah oui, non, c'est vrai. Parce que là, tu vois, en fait, je me suis sentie agressée, je me suis sentie humiliée, rabaissée, c'était pas du tout plaisant. Et en fait, je viens te voir, sachant que moi, c'est déjà pas c'est jamais facile d'aller demander de l'aide quand, en plus, on sait que la personne en face est expert et que, dans notre cas, on avait un rapport, pour le coup, hiérarchique parce que tu étais mon patron. Et en plus, on a aussi notre rapport de couple qu'on veut, pour le coup, égalitaire. Donc, déjà, c'est compliqué parfois de trouver cet équilibre. Et là, en plus, devant tout le monde, ouais. Donc là, c'est ce moment où je me dis, là, j'ai ressenti ça, 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 et là, j'ai besoin de t'en parler parce que peut-être qu'en effet, j'ai surréagi parce que je me doute que l'intention n'était pas là, mais peut-être que toi, il y a aussi des choses à adapter dans ton langage parce que faut aussi comprendre, faut aussi faire avec la sensibilité des autres. Même si moi, je travaille sur moi, je pense que là, pour le coup, c'était un travail à faire à deux. Exactement. Et là, pour ma version du sujet, moi, j'étais dans un call, j'étais dans une charge mentale forte à ce timing-là.
et sur des sujets de mémoire qui me prenaient de l'énergie avec mes associés justement, qui étaient aussi indirectement tes boss aussi. Donc c'est pour ça que le fait que je n'ai pas coupé le micro a pu t'impacter d'autant plus. Mais moi, dans ma tête, c'était en mode, je pensais que quelqu'un t'avait formé là-dessus, et donc du coup, j'étais convaincu que quelqu'un t'ait formé là-dessus, et ce n'était pas le cas. Donc forcément, sachant que ce n'était pas le cas, ma phrase ne pouvait être que mal prise, dans tous les cas. Et forcément, ça pouvait, si toi, tu te ressentais rabaissé, si tu te ressentais plein de choses que tu as ressenties, bah, tu pouvais que bouillir et être très, très, très mécontente. Et forcément, quand tu es revenu après mon call, que j'ai compris donc du coup l'impact que tu avais reçu, et je fais ah oui, merde, sachant que c'était pas du tout l'intention, et ça s'est très bien passé ensuite, et on a pu communiquer. Et ça, c'est important de savoir reconnaître que on a eu une mauvaise approche, qu'on a impacté l'autre, et de lui faire comprendre aussi que c'était peut-être pas le but, et que si ça l'a fait, bah ok, il y a un travail à faire, mais il faut aussi le comprendre de manière plus globale. Comme on fait nous, en fait, en général, on essaie de comprendre, ok, est-ce que le problème, il vient de moi parce que j'ai un ressenti par rapport à ça, ou est-ce que le problème, il vient d'une situation émotionnelle ponctuelle basique, mais qui peut être juste due à une charge mentale, par exemple, ou est-ce que la réaction est plus profonde et elle se base sur en fait, des choses qui datent et où ça nous fait revenir un peu les côtés négatifs de ces choses qui datent. Et le fait d'en parler, après, comme on l'a fait, le fait d'avoir essayé de comprendre d'où ça pouvait venir, et on ne l'a pas fait que cette fois, on l'a prolongé, on l'a fait plusieurs fois, et on a trouvé des choses qui font que, permettait derrière d'avoir des situations comme ça qui étaient évitées, et qui ont été, au fur et à mesure du temps, de moins en moins fréquentes. Vraiment beaucoup moins. Et aujourd'hui, c'est très rare qu'on ait des situations où on a eu une mauvaise communication l'un envers l'autre, dans le sens comme dans l'autre, parce que on se connaît mieux. On a beaucoup travaillé sur nous aussi, on s'est compris, on sait où sont nos défauts, où sont nos peurs, où sont comment appeler ça, on va dire nos blessures du passé. Alors pas toutes, parce qu'évidemment, on continue à creuser là-dessus. Mais en fait, le fait de mieux les connaître et de mieux savoir, en fait, déjà d'une, que l'autre soit au courant, rien que le fait de le dire, que l'autre soit au courant, ça nous aide à le travailler, à titre personnel. Et donc, en fait, individuellement, on fait ce travail, et communément, on fait ce travail. Donc, en fait, ça va 2 fois plus vite. Et là, c'est pertinent. Et c'est là où moi, je suis très content qu'on soit ensemble, parce que j'ai trouvé une femme qui a cette capacité à. Et tout comme toi, tu as trouvé un homme qui a cette capacité à. Et ça, c'est pas facile. Trouver des gens qui ont la capacité à se remettre en question, à travailler sur soi à titre personnel, travailler sur soi pour le couple, et vous verrez que ce sera pas mal. Mais attention, parce qu'il y a des gens, ils vous font travailler sur vous, pensant que c'est les plus intelligents, les meilleurs. C'est pas bienveillant, sachez-le. Donc, essayez de trouver des gens bienveillants avant tout, des bonnes personnes, des gens bien, des gens foncièrement gentils, comme je sais que tu es et comme j'espère que je suis, pour que ça puisse aller dans le bon sens. Et restez pas dans des relations où il n'y a pas ça. Là, aujourd'hui, on l'a, c'est incroyable. Enfin, en 2 ans de temps, on se regarde il y a 2 ans en arrière, et là, c'est formidable, quoi. C'est formidable. Tu signes pour continuer? On signe pour 1 an, c'est reparti. J'ai dit que 1 an, vous voyez. Non mais calme-toi. Non mais évidemment, la question se pose même pas. Mais justement, c'est vraiment l'idée de avancer communément en ayant cette compréhension de soi. Parce qu'en fait, plus on va être en capacité de régler ces blessures, là, ces choses qui sont à l'intérieur de nous et qui nous, indirectement, qui nous tirent vers le bas, ou qui nous bloquent, ou qui nous freinent, ou qui nous limitent, le fait de travailler, de les accepter, parce qu'en fait ça part de là, d'accepter que ok, j'ai ça, j'ai vécu ci, c'était pas facile, c'était très dur, mais j'en ressors meilleur, j'en ressors reconstruit, j'en ressors avec une compréhension de la chose qui est différente et de moi, va permettre petit à petit, selon les sujets, parce qu'il y a des sujets bien plus durs que d'autres bien sûr, mais de s'en servir comme une force pour grandir, et non pas de le garder comme une excuse qui te limite. Alors, excuse, c'est pas pour froisser qui que ce soit, mais... excuse ou trauma. Parce qu'il y a des ou choses, trauma. Et donc, du coup, voilà, transformer ça, qui était une excuse ou un trauma, en une force. Et ça, j'ai l'exemple, tu l'as toujours pas vu d'ailleurs, Ama, ma meilleure amie,
elle a vécu, je prends son exemple pour le coup, parce que j'ai vu comment ça l'a impacté aussi dans sa vie, mais elle a une force incroyable parce qu'elle a vécu des scénarios de guerre, elle a été chassée physiquement, chassée voilà, dans des sujets de ce genre-là. Quand tu as vécu ça, t'as soit tu t'abats sur toi, soit tu rebondis et t'avances. Et ça fait le détail. Et ouais, c'est important, je pense. Se servir de tout ça comme une force. Donc, yes, on peut enchaîner sur un sujet de ton choix maintenant. Tu peux choisir un truc qui te plairait de parler. Pour le coup, on va se laisser, pour nos chers auditeurs, un petit quart d'heure encore. Et puis, on enchaîne. Est-ce que tu as des idées de sujets et je choisis? Ok. Je dirais un sujet qui peut être pertinent au niveau du couple, au niveau de nous par rapport à l'entrepreneuriat. C'est tout le monde n'est pas double entrepreneur déjà dans un couple. Donc ça va être plus la capacité à accepter dans le couple le travail d'autrui. Oui, moi j'ai un truc à dire. Let's go. Parce que donc ma profession, moi c'est professeur, et toi tu avais beaucoup de mal à l'accepter. En fait, je mets la nuance. J'avais du mal à accepter que tu étais professeur fonctionnaire pour l'État. Ça, j'avais du mal. Oui. Mais parce que, ouais, je te laisse commencer. Non, mais du coup, c'est intéressant parce que moi, c'est quelque chose, mais j'adore enseigner, quoi. Mais c'est trop bien d'enseigner. Mais j'adore ça. Foncièrement, au fond de moi, ça m'anime. Et moi, je pousse ça. Et c'est vrai qu'au début, c'était compliqué parce que des fois, j'avais le sentiment que tu comprenais pas pourquoi j'étais si enthousiaste et pourquoi ça me plaisait tant, alors que pour toi, c'était un système qui n'était pas possible à accepter, quoi. Alors, je fais la nuance parce que tu vois, là encore, il y a un amalgame. C'est que... J'ai dit un système. Oui. Ah. Oui, c'est déjà pas mal. Parce qu'il y a vraiment le sujet, oui, ok, moi je suis vraiment le fonctionnaire, je comprends pas, tu cotises rien, enfin presque rien. Mais parce que je le faisais pas pour être fonctionnaire, je le faisais pour être prof. Oui, mais justement, j'y viens. Mais par contre, tu as soi-disant la sécurité de l'emploi, mais qui n'en est pas une, parce que demain, tu quittes ce job ou tu veux changer de chose ou tu veux aller te découvrir et faire autre chose, bah, tu n'as même pas de chômage, tu n'as rien, tu n'as aucune aide en fait. Et ça, moi, ça me sort par les yeux d'emprisonner dans une case fonctionnaire les gens. Et en fait, ils n'ont pas le droit de faire autre chose, et c'est sur le principe. Et ça, moi, c'est ça qui me sort par les yeux. Et sans parler des conditions qu'on te met par-ci, par-là, ou le fait que, par exemple, on a dû se paxer pour que tu puisses venir au Portugal. C'était une telle épreuve? Non, mais moi, j'ai pris... Je suis très content qu'on l'ait fait. C'était un engagement envers nous-mêmes qu'on a fait surtout. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as été obligé à ça. On ne se serait pas paxé. Tu n'aurais jamais pu venir, changer de vie, tester des nouvelles choses, avoir cette, comment on appelle ça, mise à disposition. Non, disponibilité. Mise en disponibilité. Non, disponibilité. de toi par rapport au professorat, du coup. Pour rapprochement de conjoint. Parce que ça s'appelle comme ça, parce que c'est... Exactement. Pour rapprochement de conjoint. Donc, en effet, tant qu'on n'était pas légalement conjoint, donc que ce soit par le mariage ou par le PACS, je ne pouvais pas faire valoir cette demande. Oui, mais voilà, moi ça je ne comprends pas non plus. En plus de ça, du fait que, voilà, j'ai dit pas de chômage, rien, enfin aucune aide dès lors que tu arrêtes. Mais par contre, c'est un côté fonctionnaire, je mets l'accent, j'ai rien contre l'État, mais j'ai contre ce système-là. Par contre, le professorat, toi en tant que professeur, moi je trouve ça magnifique et j'adore ça. Et c'est pour ça que j'ai essayé de t'apporter cette vision du professorat différente que via le côté fonctionnaire. Et que je t'ai poussé vers ce que tu fais aujourd'hui notamment, ce qui a mis du temps à être intégré, compris dans ma vision, je veux dire. Mais c'est vrai qu'au début, je peux comprendre que tu aies eu cette vision parce que je suis vraiment dur là-dessus. Pas sur le côté prof, mais sur le côté, en effet, fonctionnaire. Alors que pour moi, c'est vraiment pas... c'était pas ça qui prime. Vraiment, pour moi, ça, c'est un cadre auquel il faut se conformer parce que c'est comme ça. Et c'est juste un moyen, en fait, de pouvoir exercer mon métier. C'est vraiment, pour moi, c'est juste un cadre, mais c'est pas ce qui définit ma profession. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi tu y accordais tant d'importance. Mais parce que, encore une fois, moi, quand j'ai quitté le domaine de la biologie, j'ai fait un choix à ce moment-là.
C'est-à-dire que moi, on me l'a dit, on me l'a reproché, on m'a dit, mais attends, tu quittes le monde de la pharma, mais en fin de carrière prof, tu toucheras même pas ce que tu aurais gagné en début de carrière dans la pharma. Enfin, mais parce que ma motivation, elle n'était pas financière, ma motivation, elle n'était pas sur des critères d'emploi à proprement parler, elle était vraiment plus basée sur des convictions personnelles et sur une éthique personnelle de partage, d'altruisme, d'échange et de transmission. Donc en réalité, le cadre était ce qu'il était, je ne le remettais pas et je le remets toujours pas en question parce que en fait, c'était juste c'était comme ça. C'est pas ce qui a motivé mon choix. Je me suis pas dit j'arrête la bio, j'arrête la pharma, j'arrête la neuropsycho parce que je veux être fonctionnaire. Ça n'a jamais été mon choix. À la base, je ne voulais même pas. Je ne pensais même pas vouloir être prof. À la base, je voulais être journaliste. Donc ça n'avait rien à voir. Mais l'enseignement m'a tellement happée. Ça a été vraiment... j'ai tellement pris de plaisir à ça qu'en fait, le système qu'il y a derrière... Ça n'avait pas d'importance, quoi. C'était pas important. Voilà. Ouais, je comprends. Mais après, c'est peut-être aussi parce que j'ai été prof hors fonctionnaire, mais en facture, en prestataire, entre guillemets, en contractuel, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai été prof aussi, pour des BTS, pour des licences pro. J'ai même été, je sais même plus comment on dit, quand c'est toi qui gères la classe, référent. Okay. De la classe. Donc j'étais le prof référent, donc c'est moi qui étais quasi totalement avec eux, tout le temps avec eux. Et en fait, comme moi j'étais en contractuel, je gagnais très bien ma vie à cette époque. C'était dans les débuts du e-com, donc je gagnais pas ma vie avec le e-commerce encore. Mon autre société non plus ne me faisait pas gagner ma vie, mais être prof me faisait gagner ma vie. Et être prof sous ce cadre-là, moi j'ai trouvé ça, mais une merveille du monde, quoi. Enfin, tu pouvais facturer pour des heures que tu faisais, tu facturais à des taux horaires qui sont relativement intéressants, et en plus de ça, tu avais la possibilité de choisir, entre guillemets, les horaires, parce que c'était sur des sessions où les profs avaient besoin de toi. Et quand tu fais une année, l'année suivante, tu repars sur le même contenu, mais juste que tu vas l'agrémenter avec tes retours d'expérience de ce que tu vis à côté. Pour moi, c'était incroyable. Donc, je comprends ce côté... partage prof, et c'est ce qu'on fait en fait indirectement aujourd'hui. On n'est pas prof, mais on vous partage des choses, on partage du contenu avec l'audience, avec les personnes qui nous suivent, notre communauté. Mais le cadre n'est pas fonctionnaire. Et c'est ça vraiment, je pense que d'avoir vécu autre chose en termes de prof, ça m'a vraiment braqué sur ce côté fonctionnaire. Et aujourd'hui encore, je comprends que ce soit une solution pour pas mal de gens. Mais j'y crois difficilement parce que aujourd'hui les cycles de travail des gens sont sur un cycle où peut-être 3 à 5 ans tu es dans une entreprise, tu fais quelque chose et 3 à 5 ans après tu seras sur autre chose, et ce cycle avant était de 15 ans, donc forcément fonctionnaire c'était pertinent, mais aujourd'hui beaucoup moins. Et en plus de ça, quand tu es fonctionnaire et que dans 3-5 ans tu veux changer parce que tu as fait le tour, parce que tu n'es plus heureux, enfin plein de raisons, parce que peut-être c'était pas juste ce qui te passionnait, pour d'autres ils seront passionnés donc ce sera pas limité, ce sera pas ni limitant ni illimité parce qu'ils sont passionnés donc ils vont pas changer, mais pour ceux qui vont changer tous ces 3-5 ans, ça veut dire qu'ils n'auront pas cotisé de chômage, ils auront droit à aucune aide, ils n'auront rien cotisé pratiquement pour si pour la retraite il y a une cotisation, mais de ce que je sais elle n'est pas non plus colossale, voilà. Et en plus de ça, si jamais tu avais voulu même aller à l'étranger pour te découvrir encore plus, t'as intérêt à être ou marié ou pacsé, parce que sinon, et avec ton conjoint qui est là-bas, parce que sinon tu peux pas, tout simplement. Donc il faudrait que tu démissionnes, il faudrait que pareil, t'aies pas de chômage, t'aies rien. Donc en fait, t'as pas de possibilité de levier d'aller voyager, d'aller faire des choses comme ça, d'aller tester des nouvelles choses, que le format plus traditionnel du salariat permet. Mais dans un format salarial, tu démissionnes aussi quand tu changes? Non, pas nécessairement. Tu peux faire une rupture à l'amiable et donc tu continues à avoir ton chômage. Après, tu as déjà... parce que fonctionnaire, c'est pas un métier. Non, c'est une... Comment appeler ça ? C'est un statut. C'est un statut. Mais c'est pas un métier. Donc, dans ce statut fonctionnaire, moi, par exemple, professeur, je pouvais faire plein de choses. J'étais pas cantonnée, on m'a pas dit, voilà, l'INSEE, tu es dans telle école, tel endroit, telle ville, telle classe, jusqu'à la fin de tes jours. Bien sûr.
Mais tu n'as pas choisi non plus l'école où tu as été. Mais parce que ça, c'était aussi un choix personnel. Moi, le choix que j'ai fait à la base, c'était un choix géographique. Je tenais à être ce qu'on appelle brigade, donc à bouger. Initialement en brigade de formation, donc remplacer des professeurs qui ont des formations. Et ça m'a permis de découvrir énormément d'écoles. J'ai découvert en un an plus de 56 écoles. Donc c'est 56 pédagogies différentes, c'est 56 milieux différents, 56 classes, 56 élèves, enfin plus que 56 classes d'élèves. Mais c'est aussi des enseignants, mais plein de structures pédagogiques différentes et c'est hyper enrichissant. Et moi, je ne regrette pas du tout d'avoir fait mon début de carrière comme ça. C'était un choix personnel. Moi, je l'ai par contre, je l'ai vraiment pris. Ça a été beaucoup plus difficile pour moi quand on m'a nommée directrice d'une école de 5 classes. Parce que ça, en effet, c'est pas ce que je voulais. Alors que c'est à côté de chez moi et qu'en soi, il y a plein de personnes qui auraient adoré. Moi, ça, c'est pas ce que je voulais. Parce que je voulais encore découvrir plein de choses, parce que je voulais encore bouger et voir plein de choses. Mais il y a aussi une réalité, c'est que quand on débute, on n'a pas forcément le poste tout de suite de nos rêves. Mais ça, je pense que dans n'importe quel corps de métier, fonctionnaire salarial, c'est pareil. Il y a un moment, on ne peut pas débarquer et dire voilà, moi je veux le beurre, l'argent du beurre, la crémière, et hop là. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, mais tu vois, donc, moi ça je ne l'ai pas mal vécu parce que ça fait partie du protocole, quoi. Non, mais exactement. Mais c'est pour ça, justement, quel est toi, avec le recul maintenant, donc j'entends le côté fonctionnaire, etc. Il faut mettre un mea culpa parce que j'ai un avis très tranché qui n'est pas nécessairement vrai. Quel est pour résumer, sur cette partie justement fonctionnaire, enfin pas fonctionnaire, mais plutôt statut, ce type de statut-là, comment est-ce que toi tu le vois aujourd'hui? Est-ce que tu peux donner plutôt les côtés positifs et les limites à la limite, et comme ça on va finir sur ce sujet-là. Sur le statut de fonctionnaire? Ouais, en tout cas, être prof sous le statut de fonctionnaire. Parce que tu as quand même beaucoup d'avantages et tu as aussi des limites. Mais toi, en tout cas, qu'est-ce qui t'a galvanisé vraiment dans tout ça? Le statut de fonctionnaire m'a pas spécialement galvanisé. Enfin, c'est pas quelque chose que je trouve forcément attrayant, c'est ce que je te disais. Moi, c'est le métier de professeur qui me plaît. Le statut en soi... c'est pas, en effet, c'est pas le statut le plus simple parce que ça impose une sécurité sociale particulière, c'est un régime vraiment totalement différent. Donc, je peux pas, je suis pas là pour faire la promotion de ce régime-là, mais du coup, on rebondit plus sur le côté enseignement. Ouais, enseignement, ouais. L'enseignement, par contre, pour moi, c'est génial. L'enseignement, c'est fou. Moi, je sais que ça a été frustrant au début quand j'étais professeure de SVT parce que comme c'est une spécialité, on a certes beaucoup d'élèves de plusieurs niveaux, mais on les a très peu. En fait, c'est 1h30 par semaine. Et en fait, pour moi, c'était assez frustrant parce que pour avoir un vrai suivi de mes élèves, ça demande plus de temps. L'enseignement dans le premier degré, c'est par contre une présence continue avec nos élèves. Donc c'est une pédagogie qu'on met en place, c'est un rythme de vie, parce que c'est vraiment des rituels, c'est carré, c'est un emploi du temps constant, enfin, qu'on garde. Et là, le lien qu'on crée avec nos élèves, c'est incroyable. Donc c'est vrai que ça, c'est juste là-dessus où pour moi c'était compliqué, parce que moi, vraiment, j'adore enseigner à la SVT, frustrée de ne pas avoir le suivi et le temps que j'aurais voulu avec chacun de mes élèves. Et à contrario, donc ça c'est pour le second degré, pour le premier degré, une présence continue avec une pédagogie qui se met en place, mais sur un panel de matières qui est beaucoup moins spécialisé et qui laisse peut-être pas assez, à mon goût, de place à la science. Mais peut-être qu'il aurait fallu, tu vois, il pourra se faire à l'avenir, on ne sait pas où tu iras, mais pourquoi pas avoir ce sujet vraiment que tu développes un peu avec BodyMind, mais bio, on va dire, mais sur une audience qui te suit et avec qui tu peux créer la relation. C'est pour ça que c'est hyper intéressant BodyMind. Parce que BodyMind, je retrouve ce que j'aime en bio, donc la partie vraiment métabolisme,
Et tout ce qui est aussi... donc moi, j'étais spécialisée en neuropsycho. Donc forcément, cet aspect plus... Cognitif, fonctionnement du cerveau. Exactement. Et puis développement aussi personnel qui est lié à ça, parce que des troubles comme l'angoisse, des troubles du sommeil, des choses comme ça, c'est des choses sur lesquelles on agit avec Body Mind Pro et qui sont directement liées aussi à la neuropsycho. Donc moi, c'est des choses, justement, ça me permet de retrouver ça et j'adore. Et les personnes qu'on accompagne, donc même s'il y a une communauté encore qu'on ne connaît pas encore, puisque ça passe par le biais de e-book ou de challenge, et les gens ne prennent pas forcément le temps de nous contacter directement par mail, alors qu'ils peuvent totalement le faire. Mais, pas à ce jour, en tout cas. Il n'y a pas encore assez de clients pour ça. Il n'y a pas encore eu assez de retours pour cette communauté-là, mais sur un accompagnement plus individuel et la formation qu'on est en train de développer, où justement, là, ce sera un programme qui sera personnalisé. Là, par contre, oui, j'aurai ce contact direct et ce suivi et cet accompagnement qui me tient à cœur, quoi. Et ben, let's go. C'est parti. Body Mind. Lindsay, ça a été un plaisir. Jérôme, plaisir partagé. Oui, parce que pour nous, c'est bizarre de s'appeler Jérôme Lindsay, mais bon. En tout cas, plaisir. Et de toute façon, on va vous faire d'autres vidéos comme ça. L'idée, c'était aussi d'introduire Lindsay à Grandir par l'entrepreneuriat, puisque, je représente Grandir par l'entrepreneuriat à ce jour, mais Grandir par l'entrepreneuriat, c'est Jérôme, mais ce qui dit Jérôme dit aussi Lindsay derrière, puisque évidemment, dans la vie de tous les jours, elle me supporte et elle doit supporter tout ce que je fais. Derrière chaque grand homme, une grande femme. Et voilà, exactement. En tout cas, moi, je dirais pas le contraire aujourd'hui. J'ai cette chance, donc, bien sûr. Et on va vous faire d'autres choses dans ce sens. D'autres choses, on va essayer d'aller beaucoup plus justement sur le côté un peu couple, sur cet aspect justement grandir humainement avec une vision, encore une fois, de couple, parce que aujourd'hui, on a survolé quelques éléments, on est allé dans le détail sur certains, mais il y a tellement de choses à dire que je pense qu'on pourra faire des dizaines d'épisodes sans souci et rebondir sur des sujets X ou Y et même sur des sujets d'actualité dont on peut entendre parler ou des sujets de comportement d'actualité, par exemple en France ou autre, et on vous donnera ces retours-là. Donc, merci à tous d'avoir regardé. On se dit à très vite. Merci Lindsay. Et on se dit à bientôt. Ciao.